Alors nous, les toutes premières lignes de code, elles remontent à octobre 2007. Donc on est parti, nous sommes deux cofondateurs, donc Nicolas Raspal et moi-même. Voilà, donc le projet date d'octobre 2007. Et puis, vous voyez, ça va faire 3 ans, 3 ans de R&D maintenant. Donc on est une start-up, mais on a une technologie qui tient le choc. Pour récapituler brièvement, voilà, on a passé en tant que start-up, on est rentré dans la chaîne des différents incubateurs. Dernièrement, nous étions au CNRS de Montpellier. Nous avons dorénavant déménagé dans nos propres locaux. On a, en 3 ans, la vie de We Are Cloud BIM a été jalonnée de petits succès, de concours que nous avons gagnés auprès d'experts comptables déjà, donc c'était pour la validation business, on était plutôt contents. Après, au niveau technologique, on a été semi-finaliste des Max Adobe Awards. On a aussi été invited speakers donc au TechEd de Microsoft 2008 à Barcelone. Et puis, donc il y a 1 an, on a gagné le concours du ministère de la Recherche français. Donc, c'est en catégorie création-développement, c'est de l'aide à la création d'entreprises à technologie innovante. Voilà, donc on a entre-temps créé la société et puis on a fait notre premier tour de table aussi donc il y a 1 an auprès d'investisseurs privés américains. Et puis la suite, ça a été des premiers clients donc en novembre 2009. Et puis depuis, on a figuré aussi, on était plutôt contents. On figurait donc en février dernier dans une étude Forrester qui parlait de la SaaS BI et qui relatait donc qui listait une vingtaine d'acteurs dans cet univers SaaS BI donc, et nous étions les seuls français donc nous étions plutôt contents. Et puis dernièrement, en avril, les trophées du SaaS. Et puis administrativement, et j'en suis pas peu fière, nous avons enfin le statut JEI. Et nous continuons de faire croître notre écosystème de partenaires. Je vous en reparlerai un petit peu par la suite. Et en novembre 2010, donc à venir, la version 2 de BIM. Je vous en parlerai ensuite, je vous parlerai des features un petit peu plus tard. Alors qui nous sommes? Donc, comme je vous l'ai dit, le projet est parti de 2 personnes. Donc Nicolas qui était architecte décisionnel qui a travaillé pour des sociétés du groupe LVMH, et puis moi-même qui était donc le contrôleur de gestion et qui utilisait des produits de BI au quotidien. J'ai mis en place une solution traditionnelle entre guillemets dans mon ancienne entreprise. Et on est parti du constat qu'il y avait vraiment que c'était trop compliqué, trop long, entre l'attente des clients utilisateurs et puis ce que le service IT était capable de donner en temps réel ou pas. C'était vraiment très compliqué. Et avec l'émergence de toutes ces nouvelles technologies qui apparaissaient, donc en termes, c'est ce SaaS, toutes ces infrastructures cloud qui permettaient d'héberger toutes ces solutions et d'avoir un aspect collaboratif important et puissant avec ces interfaces riches Internet aussi qui apparaissaient et qui permettaient d'amener de la puissance côté client, qui permettaient d'avoir des visualisations très intéressantes côté business user tout simplement. On s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, donc on est avec nos connaissances respectives, on a commencé le projet et puis aujourd'hui on est 11 personnes. Donc on essaie de s'entourer aussi du mieux possible. Donc on a parmi nos conseillers investisseurs un Français qui s'appelle François Legros et qui était l'ancien directeur général d'une grosse multinationale, qui s'appelle Genesis Conferencing, et qui nous accompagne au quotidien. Alors BIM c'est quoi? Donc j'espère que le petit dessin animé vous a un peu éclairé sur ce qu'on faisait. Donc BIM s'inscrit dans ce marché de la business intelligence. Comme vous le disiez, c'est un énorme marché avec des solutions déjà très installées, mais qui bougent peu et qui bougeaient peu et qui bougent de plus en plus. Donc avec l'arrivée de tous ces nouveaux acteurs SaaS, dont nous. La business intelligence traditionnelle, c'est vrai que c'est énormément d'argent et pour autant c'est des taux de succès de projets qui sont peu élevés au regard de ce que ça coûte. Nous on a essayé comme je vous disais, d'apporter un peu plus de souplesse, de facilité parce que finalement tout le monde a besoin d'analyser ces données. Donc on passe d'une architecture du passé avec des solutions vite installées, des versions serveurs, de l'ASP, bref des solutions complexes. Et on va vers une BI, une business intelligence, donc à la demande, avec de l'abonnement mensuel par utilisateur, ce qui permet de commencer petit et ne pas partir dans quelque chose de très dramatique, de projet global qui fait peur. Donc c'est de l'abonnement, c'est
versus de l'achat, versus de la maintenance, versus des intégrations longues, versus du support IT en interne trop compliqué, trop lourd. Donc BIM, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de... Aujourd'hui, ce sont les retours que nous avons et c'est notre dada, le ce que vous voulez. Donc BIM rend la BI plus économique par de l'abonnement mensuel, justement. Aujourd'hui, notre plus grosse offre est à 75 € par mois par utilisateur. Donc BIM rend la BI plus simple. Vous pouvez tous vous inscrire, une personne l'a déjà fait aujourd'hui. Donc voilà, c'est rapide, vous pouvez l'utiliser. On a essayé de faire quelque chose de très intuitif par drag and drop. Donc BIM rend la BI aussi beaucoup plus élégante. On a essayé de... Donc ça peut paraître futile, mais ça l'est finalement pas tant que ça. Un petit peu de sexiness dans ce monde de la business intelligence. Donc avec des visualisations riches très, très intéressantes, je vous montrerai un petit peu plus tard. Et puis BIM rend la BI la plus puissante finalement, parce que ce soit en termes de calcul, aujourd'hui on fait énormément de choses dans les players des ordinateurs du côté utilisateur. On a récemment travaillé avec le MIT aussi sur notre moteur de calcul, donc le moteur est puissant. Et puis on devra ensuite de l'essayer. Alors, j'ai essayé de faire une étude d'ensemble. Bon, je ne vais pas vous faire de démo ce soir, mais alors, quand je bouge la souris, vous voyez. Alors, BIM, c'est d'abord donc c'est une interface web à laquelle que vous utilisez tout de suite. Hein, je veux dire, vous vous inscrivez, vous avez tout de suite accès à l'outil. Et vous pouvez vous connecter à différentes sources de données, qu'elles soient installées ou qu'elles soient dites services web, que ce soit du Salesforce, que ce soit du Google Spreadsheet, par exemple. On se connecte donc à tout un tas de petits services web que nous utilisons nous, tout simplement. Donc ensuite, on a proposé ce qu'on nous a... En tout cas, on a trouvé que certains connecteurs étaient très intéressants à proposer. Ensuite, vous avez de l'Excel de base, et puis vous avez de la base de données relationnelle, type Oracle, type PostgreSQL. Je peux vous faire un listing un peu plus complet par la suite. Vous avez aussi on se connecte aussi à de l'OLAP, donc à Analysis Services, à Mondrian, à Essbase. Donc une fois que vous vous connectez à ces données, vous avez une interface de type tableau croisé dynamique qui vous permet donc une fois que ces données connectées, qui vous permet de les travailler, de poser des questions ad hoc dans tous les sens. Et puis ces données, une fois que vous les avez mises en forme, que vous y avez appliqué donc, une visualisation particulière, donc on parle de visualisation riche parce qu'on propose un large panel de visualisation avec, bon je ne vais pas rentrer dans le très technique, mais avec du triple encodage, c'est-à-dire que sur un seul et même graphique, vous pouvez faire apparaître 3 indicateurs sur un seul et même graphe, en termes de choix de graphique, en termes de couleur, en termes de largeur, donc c'est très intéressant. Et on essaie d'appliquer par défaut des principes de visualisation de l'information, ce sont vraiment des principes qui permettent d'améliorer la lecture. En fait, il y a vraiment des principes qui disent que voilà, la légende n'en est pas là, qu'on essaie d'appliquer ça par défaut, sachant que la personne garde la main pour ensuite remettre absolument sa légende là où elle le veut. Voilà. Donc une fois que vous avez réalisé ces graphiques et ces tableaux de bord, on a tout un tas d'options qui permettent de les partager en ligne. Donc pour chaque tableau de bord réalisé, vous avez une adresse URL qui est attachée au tableau de bord, que vous pouvez partager, que vous pouvez aussi forcément, la notion de partage se passe par mot de passe, vous pouvez définir des groupes, tout est sécurisé. Vous pouvez aussi embarquer le tableau de bord comme à la façon YouTube, avec un petit bout de code que vous pouvez mettre ensuite dans un portail internet, dans un blog. Voilà, il y a vraiment différentes manières de partager l'information, ou tout simplement faire de l'export PDF, Excel, PowerPoint, c'est vraiment complet. Et voilà, donc tout ça avec la notion de rapidité et d'économie, j'insiste sur le fait que voilà, on peut vraiment commencer avec un utilisateur, donc c'est très simple. Et puis ça reste une solution donc, sécurisée, donc de toute façon on a un petit peu plus de l'aspect sécurité aussi, mais aujourd'hui nous travaillons avec Amazon Web Service. Et ce qui est très intéressant pour nous en termes de start-up, c'est que la solution a de fait tout de suite été dimensionnée pour le futur, parce que le fait de travailler avec des acteurs comme Amazon, ça nous permet de dire bon, très bien, on commence avec un utilisateur, et puis demain vous me dites vous en avez 1000 de plus,
alléluia, et en même temps c'est possible, quoi. C'est pas le grand bas de combat au niveau de la gestion des serveurs et compagnie. Donc voilà, c'est vraiment, je le répète, le cloud, je fais une petite parenthèse, c'est vraiment énorme pour les startups parce que en termes d'investissement, ça nous a permis de tester des choses à des échelles monumentales pour lesquelles on aurait dû investir beaucoup dans des serveurs et compagnie. Et voilà, le cloud est très important pour les startups. D'où l'émulation qu'il y a et dans tous ces services qui apparaissent. Là, j'ai essayé de faire donc, un schéma qui vous récapitule un petit peu pour ceux qui ont un petit peu de mal à imaginer comment ça fonctionne derrière. Donc, vous avez l'utilisateur qui est derrière son PC et qui va se connecter à ces données. Donc, tout se passe dans son écran. Nous, à chaque fois, on me dit oui, mais est-ce que vous stockez mes données? Non, je ne stocke pas les données. Enfin, je ne stocke pas les données du client. La personne est toujours propriétaire de ces données, je ne lui demande pas de les envoyer. On a la notion et c'est une option, et la personne le check si elle le veut. On peut lui proposer de prendre une photo à un moment T de ces données pour que ces données soient récupérables par un collaborateur distant, par exemple. Mais ce n'est qu'une option et ce n'est que le choix de la personne. Alors, ce que je vais stocker, moi, sur mes serveurs distants, donc Amazon, ça va être la manière dont la personne a paramétré son outil, c'est-à-dire que pour tel tableau de bord, elle veut voir un camembert, un diagramme et un radar, par exemple, et elle veut l'envoyer à telle personne. Oui, ça, moi, je vais stocker que dans ce tableau de bord, il faut ce type de graphique et que la requête, elle demande tel attribut, tel indicateur calculé, etc. Mais à aucun moment, je ne stocke la donnée en soi. Je stocke le résultat pour un partage plus rapide, pour un partage distant, qu'à la demande de l'utilisateur. Et toutes ces données sont de toute façon, c'est Amazon, sont tous les standards d'encryptage c'est la légitimité d'Amazon derrière. Donc une fois que la personne a paramétré ses tableaux de bord et qu'elle les connecte donc, en live à sa source de données, elle peut donc les partager via, comme je vous disais, cette adresse URL donc à des lecteurs dits seuls, en fait, des lecteurs seuls qui gardent tout. Ce ne sont pas juste des personnes qui reçoivent un tableau de bord qui est figé avec type PDF, par exemple. La personne garde toute l'interactivité du tableau de bord, c'est-à-dire que la personne peut faire jouer, par exemple, son diagramme, elle peut faire jouer les différentes années et tout voir bouger en fait à sa demande à elle. Et cette personne est gratuite. C'est vraiment un lecteur seul, distant. Par rapport, et vous avez aussi, donc, si vous, en tant qu'utilisateur de BIM, disons que vous êtes la société IBM, que vous avez un compte ici, un utilisateur à Paris, donc ce serait par exemple ibm.bimap.com, donc votre nom de domaine. Vous êtes utilisateur parisien, et puis vous avez un autre utilisateur qui est rattaché au même compte, qui se connecte à ibm.bimap.com. Et qui est en Chine, l'autre qui est aux États-Unis. En fait, vous avez une espèce de plateforme de partage de données où c'est votre plateforme décisionnelle et c'est pareil, tous ces éléments donc on a tout un système de gestion d'accès, à qui je donne droit, quelle personne a le droit d'enquêter sur quelle connexion, etc. Tout ça est inclus donc, dans l'outil. Voilà, et je le répète, tout ceci c'est encrypté. On a récemment passé la revue de sécurité de Salesforce et on n'en est pas peu fiers parce qu'elle était plutôt compliquée. Donc voilà, on est plutôt content et on a passé cette revue avec succès.